Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui constitue une suite de la capsule précédente intitulée Énergie mécanique, cinétique et potentielle. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante. Est-ce que l'énergie mécanique est-elle toujours conservée? Que pensez-vous? Nous allons alors parler spécifiquement de l'énergie mécanique, dans quel cas cette forme d'énergie est conservée et dans quel cas l'énergie mécanique n'est pas du tout conservée et en quoi cette énergie va-t-elle être convertie. Commençons par un petit rappel sur l'énergie mécanique. Nous pouvons dire que l'énergie mécanique d'un corps, c'est l'énergie totale de ce corps provenant de son mouvement à une vitesse donnée et de son altitude. Alors l'énergie mécanique d'un corps est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. Prenons cet exemple-là et lâchons une balle de hauteur ou bien d'une certaine hauteur, h, disons, et réalisons une chronophotographie de sa chute. C'est-à-dire, prenons une succession de vues de la balle qui chute à des intervalles de temps delta t qui sont réguliers et égaux. Disons par exemple chaque une seconde, nous allons prendre une photo de la balle lors de sa chute. Qu'observez-vous? Regardez bien. On observe qu'au cours de la chute de la balle, cette dernière parcourt des distances de plus en plus grandes sur des intervalles de temps identiques. On en déduit que la vitesse de la balle est en train d'augmenter. Mais en contrepartie, la hauteur de l'objet, la hauteur de la balle par rapport au sol est en train de diminuer puisque la balle s'approche de plus en plus du sol, considéré ici comme niveau de référence. Donc, au cours de la chute, cet objet, puisque l'altitude de l'objet par rapport au sol est en train de diminuer, son énergie potentielle de pesanteur est en train de diminuer aussi, puisque Pp égale mg fois h. Alors, la masse de l'objet multipliée par l'intensité de pesanteur multipliée par la hauteur de l'objet par rapport au niveau de référence. En parallèle, la vitesse de l'objet est en train d'augmenter, ce qui signifie que son énergie cinétique augmente aussi. En fait, lors de la chute de la balle, la baisse d'énergie de position de la balle est compensée par l'augmentation de son énergie cinétique, ce qui signifie que les mécaniques de cette balle ne varient pas. Pour récapituler, au cours de la chute libre d'un objet, en absence de frottement, ça c'est très important quand il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Alors, EM, énergie mécanique, est égale à l'énergie cinétique plus énergie potentielle est égale à une constante. Et au cours de la chute de l'objet, la diminution de l'énergie de position, c'est-à-dire quand l'objet perd de l'altitude, est compensée par l'augmentation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire quand la vitesse de l'objet augmente. Prenons maintenant quelques valeurs numériques. Voilà alors la balle qui est en train de tomber. Et essayons de calculer, de déterminer les valeurs de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle et aussi de l'énergie mécanique. En premier lieu, quand la balle est en haut, alors elle est encore, disons, dans notre main, alors elle ne bouge pas, elle n'a pas une vitesse, ou bien elle a une vitesse initiale nulle. Par suite, son énergie cinétique sera nulle aussi.
Tandis que pour l'énergie potentielle de cette balle, puisque la balle se trouve à une altitude h, disons, alors elle a une certaine énergie potentielle, disons par exemple c'est de 100 joules. Alors l'énergie mécanique sera tout simplement la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, par suite ça sera égal à 100 joules. Et 700 joules, cette valeur-là provient juste de l'énergie potentielle ici, puisque l'énergie cinétique est nulle, comme l'objet est encore dans la main, alors il ne bouge pas, il a une vitesse nulle au début, comme je viens de dire. Ensuite, au cours de la chute de la balle, disons par exemple que l'énergie cinétique devient de 20 joules, puisque maintenant la balle a une certaine vitesse, sa vitesse n'est plus nulle, et aussi elle a une énergie potentielle de 80 joules. Nous remarquons que la somme de ces deux énergies sera toujours égale à 100 joules. Ici, l'énergie potentielle a diminué puisque l'objet diminue en altitude. La balle est encore en train de tomber, alors elle tombe davantage, maintenant son énergie cinétique est de 50 joules, alors plus la balle tombe, alors elle va gagner de vitesse, alors son énergie cinétique augmente et atteint la valeur de 50 joules, l'énergie potentielle sera aussi de 50 joules, alors ici à mi-hauteur disons, et l'énergie mécanique est toujours égale à 100 joules. La balle tombe encore, son énergie cinétique augmente encore, ça devient de 70 joules. L'énergie potentielle diminue ici, puisque la hauteur est en train de diminuer, la hauteur de l'objet, l'altitude de l'objet. Alors, ça devient de 30 joules, mais la somme de ces deux énergies reste toujours égale à 100 joules. Et finalement, l'objet est au niveau de référence. Alors, il est posé au sol, il arrive au sol, alors qui est considéré comme niveau de référence. Son énergie cinétique est maximale, elle est de 100 joules. Il n'y a plus ici d'énergie potentielle puisque l'altitude h est égale à 0, puisque l'objet se trouve sur le niveau de référence. Et l'énergie mécanique sera tout le temps conservée et sera égale dans tous les cas à 100 joules. Voilà alors une application numérique sur ce qu'on vient d'expliquer quand nous avons par exemple une chute de balle sans aucun frottement. Donc, nous pouvons dire qu'au cours d'une chute d'un objet sans frottement, la diminution de l'énergie potentielle de pesanteur est compensée par l'augmentation de l'énergie cinétique, de façon à avoir toujours l'énergie mécanique constante. On dit alors dans ce cas-là que l'énergie mécanique est conservée. Dans cette courbe-là ou bien dans ce graphe-là, EC et EP ont été choisis de façon arbitraire. On aurait très bien pu inverser les deux courbes. Et très souvent dans les exercices, on vous donnera ce genre de graphique et on vous demandera de déterminer à quelle énergie correspond chaque courbe. Ici, à faire attention, pour déterminer l'énergie mécanique, c'est hyper simple, c'est en fait la somme des deux courbes, celle qui est au-dessus, mais pour distinguer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, le mieux est de se baser sur l'instant initial, au début, quand t est égal à 0. En effet, on vous donnera très souvent la vitesse initiale de l'objet. Deux cas se présentent ici. Si la vitesse initiale est nulle, alors l'énergie cinétique sera nulle aussi à l'instant t égale 0. Ce sera donc la courbe qui partira de l'origine. Et si la vitesse initiale n'est pas nulle, donc l'énergie cinétique ne sera pas nulle en parallèle. Et alors, ça sera la courbe qui ne partira pas de l'origine. Par ailleurs, on remarque que les courbes de EP et EC se ressemblent fortement, mais ces deux courbes sont décalées l'une par rapport à l'autre. Cela est dû au fait qu'au cours du mouvement, l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle et réciproquement. Et finalement ici, vous avez sans doute remarqué que le maximum de l'énergie cinétique correspond au minimum de l'énergie potentielle et réciproquement.
Et maintenant, voyons le cas où il y a la chute de l'objet, mais avec frottement. Alors, le cas où les forces de frottement, les frottements n'étaient pas négligeables. Alors, dans ce cas-là, une partie de l'énergie serait dissipée, sous forme de chaleur par exemple, et l'énergie mécanique ne serait plus conservée du tout. Et alors, elle diminuerait progressivement, comme on est en train de voir. Alors, elle n'est plus constante dans ce cas-là. Finalement, pour comparer le mouvement d'un objet avec ou sans frottement, d'après la première courbe à gauche, on peut conclure que lorsqu'un corps est en chute libre sans friction, l'énergie potentielle initiale est égale à l'énergie cinétique finale. Alors EP initial égale à EC final. Donc en absence de friction ou bien de frottement, lorsqu'un objet se met en mouvement, il transfère ou bien il transforme son énergie. Il peut par exemple, comme ici, convertir son énergie potentielle en énergie cinétique ou vice-versa. Toutefois, la quantité d'énergie que l'objet possède au début de son mouvement est constante tout au long du mouvement de l'objet. Alors, la loi de la conservation de l'énergie s'applique en tout temps. Peu importe le mouvement de l'objet, la quantité d'énergie est toujours la même. Voilà, c'est tout pour cette capsule-là. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche afin de recevoir les notifications sur des applications ou bien sur des capsules similaires. À bientôt!